Et voilà. Eh ben Daniel, je te laisse la parole. C'est parti. Bien, bonjour à tous. Comme Arnaud le disait, je suis psychologue et je travaille à la Maison des adolescents du Gard. Et depuis quelques années, on a eu le souhait d'utiliser la médiation par le jeu vidéo. Alors, peut-être pour revenir au point de départ, qu'est-ce que c'est déjà une médiation? L'idée d'utiliser une médiation dans une relation thérapeutique, c'est utiliser un objet, un support, parfois un support souvent connu sur un mode artistique, hein, comme le dessin, la vocation du théâtre par exemple. Et on peut utiliser des objets culturels aussi comme le jeu vidéo. L'idée de la médiation, c'est favoriser au travers de l'utilisation de l'objet la création de la relation thérapeutique quand elle est peut-être difficile à établir dans un cadre un peu plus classique, on va dire pour X raisons, un jeune qui peut avoir une résistance peut-être à parler de lui, peut-être une problématique qui est difficile et qui rend difficile aussi l'expression. Et puis tout un tas de résistances voilà, qui sont conscientes ou inconscientes qui peuvent apparaître, d'où l'utilité de la médiation pour faciliter aussi l'émergence des contenus psychiques qui puissent se déposer dans un espace au travers de la médiation. Euh, en lui-même, le média, il va pas soigner, il va pas être thérapeutique, mais c'est vraiment le soutien de la relation thérapeutique qui, elle, va être l'enjeu dans lequel va se déployer la problématique du jeune, va se déployer aussi parfois sa souffrance, et puis les éléments peut-être sur lesquels il y a de la difficulté à mettre en mots. Et ça va être au travers de la relation thérapeutique par le soutien du média qu'il va y avoir la possibilité de justement avoir cette mise au travail, cette mise en lien avec les éléments peut-être psychiques qui sont conscients ou pas conscients, mais qui vont être peut-être voilà, en difficulté pour s'exprimer dans un espace un peu classique. C'est aussi, la médiation, c'est aussi un support de projection, c'est-à-dire que il faut que l'objet de la médiation soit un objet qui soit, on dit souvent malléable, c'est-à-dire que il ait les qualités requises pour permettre d'être transformable, d'être manipulable, de pouvoir, en fait, quand des dépôts psychiques vont avoir lieu, quand il va y avoir l'utilisation de l'objet, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir un dépôt de la subjectivité des jeunes qu'on va accompagner pour que, il puisse y avoir quelque chose d'eux qui s'exprime hein, au travers du jeu. Donc, c'est important que voilà, tout objet de médiation soit malléable et permette à la subjectivité du sujet de s'exprimer, de trouver un support. Alors, l'avantage du jeu vidéo par rapport à d'autres objets, par rapport aux jeunes, c'est que c'est un objet qui est très pratiqué par les jeunes, qui est très connu des jeunes. Euh, voilà, Arnaud nous rappelait ce matin qu'il y a à peu près 80% des jeunes qui pratiquent le jeu vidéo très régulièrement. Et dans le monde, il y a énormément de gens, notamment en Occident, voilà, qui pratiquent le jeu vidéo. Donc c'est un objet très répandu, très facile d'accès. Du coup, un objet facile pour entrer en relation avec les jeunes. Et puis, c'est un objet aussi qui a euh, le mérite d'être suffisamment connu et répandu pour qu'il y ait moins de résistance aussi pour y accéder. C'est aussi voilà, un objet culturel, le jeu vidéo. C'est vrai que pendant très longtemps, le jeu vidéo est resté un peu comme un objet culturel, mais un peu l'objet du peuple un petit peu, ou un objet un peu mal vu. Et en fait, ça reste un objet qui est aujourd'hui euh, très, très intéressant de ce point de vue. Et puis, un objet qui a voilà, depuis montré au travers des créations au travers des jeux vidéo aussi, un objet qui peut s'apparenter parfois même au cinéma, quoi, vu la qualité des jeux vidéo et de ce qu'ils peuvent faire vivre, faire traverser, on va dire. Parfois, pour les professionnels que nous sommes ou les soignants, le jeu vidéo peut être souvent un objet qu'on peut regarder d'un peu loin. Alors parfois de façon un peu neutre, en le regardant un petit peu à distance, mais parfois aussi un objet qui peut être un peu chargé négativement. Parce que quand on parle du jeu vidéo, c'est vrai qu'on l'a souvent mis en lien dans les médias, par exemple avec des passages à l'acte violent
ou alors avec la question de l'addiction aussi, avec le recours aux écrans. Pour autant, c'est important de rappeler, comme pour tous les objets de médiation, qu'en fait, c'est pas l'objet en question qui peut être problématique, mais c'est aussi son utilisation. Et puis qu'on va prendre en compte aussi, derrière l'objet jeu vidéo, on va prendre en compte aussi bah, la dynamique familiale, par exemple, du jeune, son propre parcours individuel, sa propre structuration. Et ça, c'est important de ne pas le déconnecter aussi de l'utilisation du jeu vidéo, du coup, hein. Tout ça va se refléter dans l'usage du jeu vidéo. Si ça vous intéresse de travailler sur les résistances qui peuvent exister sur le jeu vidéo, il y a un ouvrage dont on parlera un peu plus tard, mais qui peut être très intéressant à explorer aussi, où ça a été très bien traité par des auteurs français, justement. Donc pour resituer un petit peu par rapport à de l'historique, très rapidement, donc c'est dans les années 60 qu'on a commencé à utiliser le premier ordinateur dans un cadre de thérapie, avec l'idée de l'utiliser pour une thérapie d'inspiration rogerienne, hein, de relation d'aide. Et puis dans les années 80, c'est plutôt la réalité virtuelle qui va être utilisée. On va commencer à l'utiliser notamment pour traiter des phobies et des troubles anxieux. Et puis en France, plusieurs auteurs vont se pencher sur l'utilisation du jeu vidéo dans un cadre thérapeutique dans les années 2000, à partir des années 2000, en ayant plutôt recours aux consoles ou aux ordinateurs. Et du coup, il y a plusieurs cliniciens et chercheurs aujourd'hui qui ont voulu écrire sur cette pratique des jeux vidéo, et nous, on a été formés justement par un de ces cliniciens. Et donc, c'est au travers de ça que aussi nous, on a eu envie de se former à la Maison des ados du Gard. Donc, on a fait la rencontre de Guillaume Gillet, qui est un psychologue enseignant-chercheur à Lyon et qui a beaucoup travaillé sur la question du jeu vidéo avec Yann Leroux notamment. Et donc, tous les deux ont beaucoup théorisé la pratique du jeu vidéo et son utilisation par les adolescents dans un cadre thérapeutique. Donc, on a eu la chance de pouvoir se former au travers d'une formation avec Monsieur Gillet en 2022, avec plusieurs collègues psychologues. Et donc, à partir de 2022 à peu près, voilà, on a commencé à pratiquer la médiation jeux vidéo, notamment sur notre maison des ados à Uzès, dans le Gard. Donc voilà un petit peu pour le cadre très global. Je vais rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure. Et puis s'il y a des questions plus avant par rapport à tout ça, n'hésitez pas après tout à l'heure à me demander si on peut répondre, on essaiera. Donc le dispositif en lui-même, donc là j'ai pris une petite photo du bureau dans lequel on pratique la médiation jeux vidéo. Donc vous voyez que nous on a fait le choix de pratiquer cette médiation avec une console qui est la PlayStation 4. Et donc on l'utilise avec un écran du coup. Alors, l'avantage de la pratiquer avec une PlayStation, c'est que c'est une console où il y a un choix de jeux qui est assez conséquent, puisque la PlayStation 4 est sortie il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, ça permet d'avoir quand même voilà, pas mal de choix de jeux, on va dire, impossibles. L'avantage d'une console de salon aussi, c'est que on peut jouer à plusieurs. Tout à l'heure, je présenterai une situation et on verra que c'est un jeune avec qui j'ai pu jouer aussi et ça a beaucoup d'intérêt parfois pour travailler avec les jeunes, de pouvoir jouer avec eux. Ça permet des jeux coopératifs ou des jeux compétitifs du coup aussi. Donc ça peut être très intéressant aussi d'avoir cette possibilité, voilà. Et nous, pour l'instant, on a décidé de pratiquer cette médiation que dans un cadre individuel. On garde en tête que ça pourrait être intéressant, peut-être un jour de la pratiquer dans un cadre collectif, mais pour l'instant, on a fait le choix de pratiquer dans un cadre voilà, individuel et dans un cadre où on peut s'inscrire dans la durée aussi, parce que au travers de cette formation, on a bien ciblé qu'il s'agit quand même d'un cadre de psychothérapie, donc c'est un peu une des spécificités de la pratique aussi, comme nous on l'a pensé, c'est que là, on peut s'inscrire dans une durée à la différence d'autres accompagnements en maison des ados. On a quand même là la possibilité d'accompagner des jeunes avec l'accord des parents aussi, sur une dimension vraiment psychothérapeutique assez longue, on va dire. L'avantage aussi de la PlayStation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la PlayStation 4 notamment, c'est que comme elle reste assez récente, pour les jeunes, ça permet parfois un support, même en termes de contenu graphique, qui peut être assez intéressant pour eux. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que si on leur propose quelque chose de très pixelisé, qui n'est pas trop de leur génération, qu'ils aient un peu plus de mal à accrocher. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une console qui reste un peu dans leur quotidien, on va dire, hein, qui est un peu dans leur époque.
Donc, c'est pas mal pour aussi favoriser un petit peu l'accroche des jeunes avec cet objet-là, on va dire. Je vais illustrer un petit peu la médiation plutôt que de vous en parler longuement, plutôt en vous parlant d'une situation clinique que j'ai pu accompagner il y a 2 ans de ça. Voilà, je trouve que c'est plus parlant pour vous illustrer un petit peu comment on peut utiliser le jeu vidéo dans des situations d'accompagnement de jeunes qu'on rencontre. Alors, du coup, il y a 2 ans, j'ai accompagné un jeune euh, qui s'appelle Hassan. Donc, un jeune que j'ai pu rencontrer, donc un jeune qui était accompagné par du coup une équipe éducative dans une MEX, là pas loin d'Uzès. Et ce jeune de 15 ans, donc les éducateurs lui proposent de venir nous rencontrer à la maison des ados. Et comme c'est un jeune pour voilà, qui voit rien, donc parler de sa culture, parler dans cette culture-là de soi, parler de ses émotions, de ses ressentis peut être difficile, pas forcément le même cadre culturel. Donc les éducateurs, on échange et puis on propose que Hassan puisse participer au travers d'un support de jeux vidéo avec la médiation jeux vidéo. Il adhère totalement à ça, il est très d'accord de participer. Et les éducateurs lui proposent comme ça, il a un peu un espace pour parler de lui. Voilà, comme c'est un jeune mineur non accompagné, comme beaucoup de mineurs non accompagnés, c'est un jeune qui a vécu un parcours assez lourd d'exil depuis la Côte d'Ivoire. Et voilà, au début, on n'en parle pas du tout, mais on sait qu'il y a ce contexte-là, il est arrivé dans ce contexte-là en France. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir le soutenir par rapport à cette dimension-là et de lui proposer un espace de parole, quoi. Donc, dans les premières séances, je vais proposer à Hassan un temps sur certains jeux. Et au départ, je me demande, voilà, je propose qu'il ait un jeu où il y a un peu d'exploration. J'aime bien proposer ça parfois aux jeunes pour commencer, pour voir un petit peu comment ils se saisissent d'un jeu où il n'y a pas forcément de direction précise, où il n'y a pas forcément quelque chose de très narratif avec beaucoup de contenu très guidé, mais laisser un petit peu voir voilà, comment ils s'en saisissent dans un espace où il y a de la liberté de mouvement, du choix. Donc je lui propose de jouer à un jeu qui s'appelle Journey. Donc là, vous avez un aperçu du coup de ce jeu-là, qui est un jeu du coup où on incarne un personnage qui se promène dans un désert assez seul. Donc le nom Journey, ça veut dire en anglais voyage. C'est aussi un parcours, hein, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et en fait, on ne le sait pas, mais le jeu est en fait une espèce de fable qui retrace la vie humaine de son début jusqu'à sa fin un petit peu. Et du coup, en partant de ce jeu Journey, euh, voilà, je vois déjà qu'Hassan, il s'en saisit en étant pas mal dans l'exploration, mais quand même avec l'idée que, il n'est pas dans une exploration un peu libre, comme je voulais voir un peu s'il allait être sur ce mode-là, mais il va assez vite avoir une vision du jeu où il faut aller vers les objectifs, il faut avancer, il faut continuer, il faut passer les ennemis. Voilà, on n'est pas là pour explorer, on est là pour avancer, pour franchir des obstacles. Et voilà, il y a un enjeu quand même d'essayer d'avancer. C'est un jeune qui va avoir aussi pas mal de mal au début à verbaliser quand il a besoin de mon aide pour l'aider à franchir certains obstacles. Alors c'est un jeu solo, mais moi je peux être là pour donner des conseils, essayer d'orienter quand il y a des périodes un peu bloquées dans le jeu. Et Hassan ne va pas trop demander d'aide. Mais très vite, ce qui va élaborer suite au jeu, hein, parce qu'on fait on fait un temps de jeu, je ne l'ai pas précisé, mais on fait un temps de jeu dans la séance qui dure à peu près 1 heure et quart. Et après le temps de jeu, il y a toujours un temps d'élaboration à chaud, un petit peu de ce qui s'est joué, de mettre un peu du sens aussi sur cette session de jeu. Et très vite, Hassan, il va faire le lien en fait avec le parcours qu'il a vécu au travers du désert notamment. Donc il me raconte que en fait, ça lui rappelle des passages où il était avec son oncle, où ils sont partis de Côte d'Ivoire, où ils ont traversé la Libye, où ils ont été euh, arrêtés parfois par des forces armées. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de passages où il va parler du désert,
Hassan, il va mettre en lien en fait avec des passages de sa propre histoire, avec cette période d'exil, avec parfois des vécus très, très douloureux, où il a été emprisonné un temps par des forces armées. Au décours de ça, il a vu des personnes être tuées si elles essayaient de fuir des camps, voilà, des choses assez, assez difficiles, assez dures, mais qu'il arrive à mettre en mots. Et puis la séance d'après, ben voilà, il peut continuer à jouer. Et puis, au détour de nos séances, je vais proposer aussi à Hassan à un moment la possibilité de venir tester un autre jeu, de venir jouer à autre chose. Et puis, je lui présente le jeu Unravel. Donc là, un jeu aussi qui se joue dans un peu quelque chose de l'ordre de l'exploration, où il faut avancer avec des obstacles. Mais donc Unravel, il y a plusieurs jeux Unravel. Donc le premier est un jeu qui se joue en solo. Et Hassan, là, il me demande si on peut jouer à la version qui se joue à deux. Donc la version Unravel 2, où là, si vous voyez à l'écran, bah, du coup, il y a deux personnages faits de sorte de laine un peu. Et la scène d'introduction, en fait, c'est que ces deux personnages sont dans un naufrage. Et puis, du coup, ils arrivent sur une espèce d'endroit, une espèce de plage hein, où il y a pas grand-chose. Et puis, tout de suite, il y a un moment de rencontre. Et dans le moment de rencontre, en fait, ils se lient l'un à l'autre avec ce fil de laine, en fait, hein, qui va les rendre interdépendants. Et en même temps, ce qui est très intéressant avec Unravel, c'est que ce jeu matérialise vraiment toutes les étapes du lien de la relation à l'autre. Il va y avoir l'état de fusion, on peut fusionner ensemble par moment, on peut se laisser porter par l'autre, on peut porter l'autre, on peut faire vraiment des obstacles où on a besoin l'un de l'autre hein, pour franchir. Et puis parfois, il y a aussi un jeu autour de cette question d'être dépendant l'un de l'autre quand même. C'est-à-dire on ne peut pas aller trop loin l'un sans l'autre, sinon ça fait bugger l'écran et puis on ne peut plus avancer, on n'a plus de fil pour continuer, on va dire. Donc c'est très intéressant ce jeu pour matérialiser différentes choses de la relation, de différents états de la relation, qu'elles soient primaires ou secondaires après. Et c'est très intéressant. Et du coup, c'est lui à sa demande qui demande si on peut jouer à Unravel. Et après, toutes les sessions qu'on va faire, hein, parce que je crois qu'on s'est vu à peu près peut-être 8 mois, peut-être même un peu plus avec Hassan. Donc on va faire comme ça beaucoup de séances sur Unravel à la demande d'Hassan à chaque fois. Et pareil, au travers de ce jeu, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, par rapport à qui font écho pour Hassan. Le premier écho qu'il a, c'est cette scène d'introduction où il y a un naufrage. Et là, il associe à la fin de la séance avec le vécu qu'il a eu de traverser de la Méditerranée sur des petits bateaux avec beaucoup de gens, où les passeurs voilà, les ont emmenés. Et il parle de choses très difficiles, hein, des conditions du voyage, de son arrivée en Italie. Voilà, il parle de personnes qu'il a vues tomber malades, de gens qui voyaient voilà, en grande difficulté, tout ce que ça a pu représenter pour lui, de la séparation avec son oncle aussi, qui n'a pas pu le suivre en Méditerranée, qu'il a laissé en Afrique et qui lui a dit de partir voilà, en Europe. Donc voilà, là aussi, il associe vraiment avec son parcours. Euh, et puis moi je vois aussi tout le lien qu'Hassan peut faire avec le jeu, lui-même le contenu du jeu, avec le fait qu'il me demande parfois voilà, d'avancer, ou parfois c'est moi qui le tiens, qui le rassure. Il a besoin voilà, que parfois j'avance un peu, et puis parfois c'est moi qui provoque qu'il aille un peu au-devant, qu'avec son personnage il me dépasse, qu'il aille franchir les obstacles, et que si besoin il pouvait me demander de l'aide, voilà. Et je sens qu'au travers de ça, il y a quelque chose de ce parcours où il était avec son oncle, face à de l'adversité, là où il y a quelque chose qui revient au travers du jeu, où il me demande d'être avec lui pour affronter à nouveau peut-être certaines choses, certaines angoisses, certains de ses vécus difficiles. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'impression de le revivre au travers voilà, de ces sessions de jeu, quoi. Et puis, il va y avoir un moment très intéressant dans l'accompagnement où je me dis, bah tiens, là, Hassan, il semble que il évoque quand même régulièrement le parcours d'exil et qu'il soit assez armé finalement pour pouvoir l'exprimer et revenir sans que ce soit trop fracassant.
Alors, je lui ai proposé pour que moi je puisse me situer aussi dans son parcours et lui aider à situer un petit peu aussi dans le temps et l'espace un peu ce qu'il a vécu. Je lui imprime une carte du nord de l'Afrique et je lui propose qu'ensemble, sur une des séances, on fasse un peu retracer un peu le parcours voilà, qu'il a vécu avec son oncle, avec des dates, avec des lieux qu'il a visités. Et c'est très riche, très intéressant cette séance. C'est une séance où on ne va pas jouer, parce que le jeu, c'est une proposition, mais ce n'est pas une obligation hein, sur les séances de médiation. Et donc là, je lui propose, voilà, et puis ensemble, on va explorer cette carte, on va regarder un peu et réexplorer les différents moments qu'il a vécu de cet exil et qu'il puisse, voilà. Mon espoir, c'est qu'il ait pu en intérioriser quelque chose pour faire un peu sienne cette histoire, mais aussi pouvoir la mettre un petit peu à distance et que ce qui pouvait être un peu de l'ordre du trauma ou de l'ordre de ce qui était brutal dans ce parcours puisse un petit peu être un peu plus apaisé, on va dire. Voilà, et puis au fur et à mesure des séances, on va continuer à jouer comme ça, et puis on va arriver au bout de l'accompagnement aussi, parce qu'Hassan va rentrer dans une nouvelle, des nouveaux projets aussi en termes de formation, et que ça devenait compliqué de pouvoir agencer ses horaires de formation avec le suivi. Mais on a eu l'occasion de revoir ces éducateurs il n'y a pas très longtemps, et il semble que voilà, ce dispositif ait vraiment aidé Hassan pour être un peu plus apaisé, un peu plus tranquille avec son histoire. Et voilà, je pense que le jeu a permis quelque chose pour ce jeune qui aurait peut-être été beaucoup plus compliqué si on avait été dans une approche un peu frontale de certaines scènes de sa vie, de certains parcours. Il me semble que voilà, parfois le jeu peut vraiment avoir ce sens-là. Si je peux conclure sur ça, peut-être sur le sens de venir euh, porter une parole et venir contourner un peu les défenses, hein, apaiser un peu quelque chose au travers de la relation qui se crée aussi, pour venir affronter un peu des vécus parfois douloureux, mais les revisiter ensemble, hein. Et puis au travers du jeu, il y a quelque chose, en plus dans un jeu de coopération, il y a vraiment quelque chose de, bah voilà, on est ensemble dedans et on affronte ensemble l'adversité, et de pouvoir en intérioriser quelque chose que j'espère y garde voilà, pour après. Voilà, je ne vais pas être trop lent sur ça, je vais laisser la place aussi pour des questions, de l'échange. J'espère que c'était pas trop long, mais pour donner un peu un aperçu de ce que ça peut être, voilà, quand on peut aussi pratiquer la médiation, dans quel sens, voilà, ça peut avoir de l'utilité. Super, merci beaucoup Daniel. Merci pour cette Avec vignette plaisir. clinique. Donc effectivement, moi je vais vous inviter, si vous avez des questions, à ouvrir votre micro si vous le désirez, si votre cam aussi si vous le voulez, et je suis attentif au chat aussi si jamais vous préférez le passer par le chat, je relayerai vos questions. Est-ce que déjà il y a quelques questions qui... J'aurais une petite question. Bonjour à tous. Bonjour. Damien de la Maison des Ados de Montargis. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la sélection des jeux. Il y a plusieurs jeux, des jeux de coopération, des jeux où la projection est facilitée. Est-ce que c'est le fruit d'un dialogue avec le jeune? Est-ce qu'on présente les jeux aux jeunes? Est-ce qu'il y a déjà une présélection? Enfin voilà, comment vous faites pour démarrer tout ça? Alors, quand on a été formé avec Guillaume Gillet, c'est vrai que, il nous expliquait que ce qui était très intéressant, c'est que les concepteurs de jeux vidéo, parfois, même s'ils n'étaient pas cliniciens, bah, ils avaient eu des fois de la finesse dans la création pour créer des jeux qui avaient des thèmes qui pouvaient être très intéressants pour travailler avec les jeunes. Donc là, par exemple, le Unravel avec du coup, la question de la relation, par exemple, hein, voilà, c'est pas des cliniciens, mais ils ont eu une sorte de génie comme ça, un peu de créativité. Donc parfois, on va aller chercher, quand on sait un peu la problématique du jeune, c'est vrai qu'on peut aller chercher parfois un jeu en particulier en se disant, bah tiens, ce jeu-là, ça va être intéressant parce que ça va être la problématique, on va toucher de la problématique. Mais moi, j'aime bien aussi parfois leur proposer dans les premières séances un peu un choix libre. Voilà, je leur dis, nous, on a un catalogue de jeux. Et je leur dis, bah, tu peux aller voir. Et puis je leur présente très succinctement les jeux qu'on a. Et je leur dis, bah, si tu veux aller en essayer un, bah, vas-y. Et puis ça m'intéresse parce que je vois un petit peu qu'est-ce que d'eux-mêmes ils vont aller chercher aussi. Et je trouve ça intéressant parce que parfois, il y a un jeu qu'on utilise qui s'appelle Limbo, par exemple, qui est assez obscur. Et parfois, je me dis, bah, il y a des jeunes, par exemple, j'ai un jeune, j'accompagne un jeune là qui est en dépression. Et je me dis, mais ça, c'est un jeu qui est beaucoup trop sombre, tout ça. Enfin, il ira pas, quoi. Et en fait, de lui-même, il y va.
Et je me dis, bah tiens, c'est super intéressant parce que si j'avais orienté, peut-être que j'aurais pas laissé ça s'exprimer. Et en fait, peut-être qu'il affronte certaines angoisses, certaines choses avec moi à côté, que c'est peut-être intéressant de le laisser aussi voilà, y aller de lui-même. Et je crois que ça dépend de chaque situation, en fait. Il y a d'autres jeunes où je sens que parfois, il faut plus y aller, façon un peu plus directive sur le choix du jeu parce que ils vont peut-être pas y aller d'eux-mêmes. Et puis, il y en a d'autres où quand il y a beaucoup d'inhibition, quand voilà, c'est un peu plus compliqué, bah, c'est pas mal aussi de leur laisser voir un peu qu'est-ce qu'ils trouvent support pour eux. Voilà, Et puis parfois, bah, on fait deux, trois séances sur un jeu, puis on essaie un autre. Enfin, voilà, c'est assez souple, quoi, finalement. Enfin, moi, j'ai un cadre assez souple sur ça, on va dire, sur le choix de jeu. Ouais. Pour compléter ce que dit Daniel, grosso modo, on a un catalogue d'une quinzaine de jeux qu'on a choisi, alors qu'on a choisi entre nous, parce qu'on se disait, ben voilà, ce jeu-là pour la relation paternelle ou fraternelle, on a Brothers par exemple. Daniel le disait, mais Unravel pour les problématiques de lien, il est génial. Enfin voilà, on a sélectionné des jeux. Et on en a une quinzaine. Et après, effectivement, bah, selon les séances, soit c'est plutôt le psychothérapeute qui oriente vers tel ou tel jeu, ou alors c'est le jeune qui choisit lui-même. On a les Sims, par exemple, aussi, là, pour tout ce qui est Oui. le Mm. care, le prendre soin de son avatar, ou justement, ou l'inverse de le prendre, de le martyriser, le traumatiser. Voilà, tout ça, ça peut aussi s'explorer grâce aux Sims. Par exemple, on n'a pas FIFA. Voilà. On On n'a a pas fait le pu choix faire. de ne pas prendre FIFA. On a un panel de jeux avec pas mal de types de jeux différents. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a Street Fighter comme jeu de combat. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir comment les jeunes se positionnent voilà, face un peu à est-ce qu'ils s'autorisent à aller vers de la confrontation, un peu d'agressivité voilà, au travers du jeu. On a des jeux qui permettent pas mal d'aventures. On a pas mal de jeux où il n'y a pas forcément une grosse narration aussi pour laisser un peu Mm. planer des interprétations à eux aussi. Des jeux qui peuvent être très stimulants, comme des jeux très apaisants aussi. Je pense à le jeu que j'utilise déjà, Flower. Là, ouais, ouais. Flower, voilà, il y a presque pas de corps dans Flower en fait, hein. On incarne le vent presque, hein. Donc c'est assez régressif, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de pas aller tout de suite vers quelque chose de trop élaboré, avec trop narratif quoi aussi, hein. C'est intéressant. D'avoir un choix assez varié, en tout cas, en termes de support de jeu. Ouais. Alors, il y a une petite question dans le chat là par rapport à la formation que l'on évoquait, effectivement. Donc, quand on a eu cette idée ici à la maison des adolescents de se dire il faudrait qu'on fasse quelque chose autour de cette médiation jeux vidéo, on s'est tourné vers Guillaume Gillet. En fait, enfin, ça a été du hasard. C'est-à-dire qu'on l'a rencontré. Il est venu sur le territoire d'Uzès pour faire une conférence. Il a évoqué ces questions-là autour du jeu vidéo et de comment il travaillait. Du coup, ça nous a donné envie et donc on lui a proposé d'assurer une formation. Donc, on a été formé sur 6 jours, hein, Daniel, si je me Il me trompe semble, pas. ouais. Donc, on a été formé les trois psychologues, donc Daniel, Gilliane et Hubert, qui participent à cette médiation thérapeutique jeux vidéo. Et donc, moi-même et mon collègue de l'espace MDA d'UZES, Il nous coordonne, avons, ouais. voilà, nous avons Mm. été formés à cette pratique-là et donc sur 6 jours. Et donc on a alterné des phases des phases très théoriques où il nous outillait sur les tenants et les aboutissants de cette médiation, et on a des phases aussi enfin, d'expérimentation où on a pu jouer aussi ensemble et essayer de voir qu'est-ce que ça provoquait chez nous de jouer à tel jeu ou de partager tel moment de jeu. Mm. Oui, c'est une formation sur mesure, en fait, hein. C'est-à-dire Mm. que on n'a pas intégré une formation enfin, existante au sens. On l'a contacté, puis on l'a dit que ça nous intéressait, quoi, hein. Je crois hein, que c'était comme ça, Arnaud. Et puis c'est Oui. là que ça s'est fait un peu sur mesure, quoi. Mais Monsieur Gillet, c'est vrai je crois il a vraiment l'envie de transmettre et que se diffuse cette pratique parce que elle est encore pas si répandue et pas très documentée surtout. Donc il nous a beaucoup encouragé aussi à écrire, hein. Arnaud a pu Mm. écrire des articles aussi sur la médiation pour documenter.
Ok, ouais, je vois qu'on répond à la question là sur de la MDA des Côtes d'Armor. Je pourrais vous passer le contact de Monsieur Gillet, hein, sans problème, ça, il n'y a pas de souci. Je vois. Ouais, allez-y, si vous avez une question, Oui, allez-y. Ouais. excusez-moi, j'ai comme je suis arrivé au bureau un peu en retard. J'ai commencé sur mon téléphone et je sais pas comment sur le téléphone on lève la main. Donc je me permets un peu comme ça. François Escudero, MDA 49, Maine-et-Loire. Tout d'abord sur le projet, vous évoquez à plusieurs reprises. Alors vous évoquez et vous venez de le redire que ce sont exclusivement des psychologues qui se sont formés à l'approche. Je voulais savoir si les autres membres de l'équipe MDA, dont j'imagine qu'il y a des éducateurs, des infirmiers et d'autres professions, sont aussi partie prenante de ce projet. Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous évoquez aussi à plusieurs reprises le terme psychothérapie, thérapie. Vous avez évoqué, comment dire, une durée d'accompagnement très longue, sans dire exactement combien. Est-ce que c'est très long? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Voilà pour ma deuxième question. Et ma troisième, c'est de peut-être de nous dire, de donner quelques éléments sur, on va dire, en quoi cette approche répond ou répondait à un besoin exprimé de la jeunesse, parce que effectivement sur le fond, on se dit la question du jeu vidéo, ça peut apparaître comme une problématique, mais aussi une ressource et une force. Enfin, vous l'avez bien exprimé, hein, c'est à la fois sur les deux versants, comme beaucoup de choses, hein, la sexualité en est aussi. Enfin bref, il y a des dérives dans tous les fonctionnements, comme le numérique. Et vous l'avez très bien dit. Mais ma question, c'est, au départ, ça part d'une initiative, comment dire, d'un hobby, d'un des professionnels, ou d'une présence très forte de jeunes qui viennent, enfin, s'expriment en maison des adolescents, avec alors, les jeunes et ou les familles, hein, bien entendu, et l'entourage, sur une problématique singulière autour des addictions aux écrans ou de difficultés aux écrans. Enfin, de quoi ça part? Est-ce que ça part d'une problématique liée aux jeux vidéo, ou est-ce que ça part d'une approche propre, qui vous est propre, sur l'idée d'une médiation pour permettre l'expression? Enfin, je veux bien qu'on... Voilà. Hmm. Merci. Essayez de rien oublier. Il y avait plusieurs questions à la question. Alors, et puis Arnaud, tu me compléteras hein, Bien si sûr. j'oublie des choses. Alors, il me semble que déjà, quand on a pris contact avec Monsieur Gillet pour se former par rapport à la médiation, lui nous disait que c'était quand même, lui, dans la façon dont il pensait la médiation, à viser déjà avec une visée thérapeutique, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée que ce soit un support de soins finalement, hein, que du coup c'était important que ce soit plutôt avec des psychologues, c'est-à-dire d'avoir déjà un bagage en termes voilà, d'apport théorique et puis de compréhension de la relation thérapeutique, parce qu'il va y avoir un enjeu de transfert et puis de contre-transfert à venir penser et travailler. Et du coup, lui, il nous a, voilà, quand, il me semble que quand il nous a proposé la formation, il nous a dit que le prérequis pour lui, c'était plutôt que ce soit avec des psychologues, aussi justement parce qu'on allait s'inscrire dans une visée de psychothérapie et pas juste une visée peut-être d'accompagnement de soutien ou peut-être de psychoéducation aussi quelque part ou de forme éducative. C'est-à-dire que ça n'a jamais été pour nous, par exemple, l'optique n'a jamais été de travailler sur l'addiction ou la dépendance aux écrans ou aux jeux vidéo. Au contraire, au début, on est très frileux en disant, bah, on ne veut surtout pas qu'on pense qu'on vient traiter ça. En fait, l'idée, c'était vraiment que ce soit une médiation thérapeutique. Alors, on n'a pas fixé de limite en termes de nombre de séances. Mais l'idée, c'était de pouvoir le démarquer d'autres prises en charge qu'on a à la MDA, où bah, effectivement, on est plutôt dans les missions classiques de la MDA, dans les missions d'évaluation, d'orientation et de prise en charge à court moyen terme, on va dire. Et là, on pouvait s'autoriser à se dire, ben là, on accompagne un jeune du début à la fin sur un accompagnement où on va traiter voilà, telle ou telle dimension. Donc moi, c'est arrivé que je puisse suivre des jeunes parfois toute une année scolaire, on va dire, hein. Je crois que j'ai jamais fait plus qu'une année scolaire pour le moment, mais voilà, il y a des jeunes que j'ai pu accompagner pendant un laps de temps assez long. Et c'est là où il y a voilà, aussi la visée de psychothérapie qui, voilà, nous, on l'a pensé comme quelque chose d'un petit peu à part. Et, euh, et du coup, ça sort un petit peu du cadre habituel, mais on l'a pensé comme ça. Et du coup, on oriente aussi certains jeunes
vers cette médiation avec ça en tête, hein, justement, et avec un cadre spécifique par rapport à l'accord des parents, par exemple. Il nous faut l'accord des Mm. parents. Et voilà, dans le fait qu'on va s'inscrire dans la durée. Donc ça, c'est peut-être déjà un élément de réponse. Et il y avait une autre question sur d'où ça part, je crois, c'était ça. D'où ça part l'envie d'aller vers cette médiation jeu vidéo, si je me souviens bien, c'était ça. Oui, oui, c'est ça. Donc il me semble que déjà il y a eu la rencontre avec Guillaume Gillet où on a trouvé que le thème du jeu vidéo était très intéressant à aller creuser sur la pratique avec le jeu vidéo. Alors pas parce qu'on avait beaucoup de jeunes qui venaient avec une problématique à ce niveau-là, mais parce qu'on se disait, bah tiens, c'est vrai que le jeu vidéo c'est quand même un support très utilisé par les jeunes, par beaucoup de jeunes et que finalement, pour certains jeunes pour qui entrer en relation classique pourrait être un peu compliqué, pourquoi pas s'essayer aussi du côté du jeu vidéo. Et puis parce qu'on était quelques-uns à avoir une appétence pour ça aussi. Arnaud travaille pour Fabricado, qui est un dispositif où il y a beaucoup de rapports au numérique aussi déjà. Donc ça nous intéressait aussi, je pense, en tant que maison des ados aussi, d'aller explorer un peu la question du numérique et, euh, et de se former un petit peu plus dessus au travers du jeu vidéo aussi. Voilà, pas forcément parce qu'on repérait un besoin particulier pour des jeunes, mais parce qu'on se disait, bah, de façon globale, le jeu vidéo, c'est quand même un support intéressant et ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Alors moi, je m'y suis intéressé personnellement parce que je pratique déjà pas mal le jeu vidéo. Et que déjà avant même d'être psychologue, je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes parfois au travers de sessions de jeu, de ce qu'on pouvait en vivre, et que de pouvoir l'utiliser dans une relation thérapeutique, ça pouvait avoir beaucoup d'intérêt, même si j'ai conscience que le jeu vidéo en lui-même, il est pas, il y a rien de magique, quoi, hein. C'est Mm. vraiment l'utilisation dans la relation qui va venir soutenir quelque chose, on va dire, quoi. C'est de pouvoir faire les liens avec la problématique du jeune, un peu comme la vignette que je présentais là, on va dire. Mm. Voilà, je crois que je n'ai pas répondu à une troisième question, mais je m'en souviens plus, je vous avoue. Il y avait une troisième. Non, la question de la participation des autres professionnels non Ah oui, psychologues. c'est ça, merci. Ouais. Alors nous, justement, on est en train de creuser cette question pour voir comment, une fois qu'il y a un espace de médiation mis en place, quel lien il peut y avoir avec les autres professionnels qui peuvent orienter, en fait, hein. Nous, c'est là qu'il peut y avoir la présence des collègues de l'équipe d'accueil qui font les autres accompagnements. C'est qu'il peut y avoir des liens autour de bah, déjà de l'orientation de la situation, mais aussi parfois du lien avec... oh, je crois que j'ai déconnecté la caméra. Ça va revenir. Mm. Mais aussi du côté de... Voilà, des fois du côté aussi du coup du lien avec les parents. Et voilà, pour l'instant, c'est vrai que comme on l'a ciblé plutôt pour les psychologues, bah, du coup, on l'a pas pensé sur un mode où des collègues autres, mais on pourrait imaginer peut-être une autre forme de médiation, peut-être on se pensait aussi là récemment, même ce matin on en discutait en équipe, peut-être avec quelque chose autour du lien entre les parents et les jeunes, avec la pratique du jeu vidéo. Et là on pourrait tout à fait imaginer de ne pas être dans un cadre de psychothérapie, mais être dans un cadre où en fait on va soutenir peut-être la relation parent-enfant avec la présence d'autres collègues qui ne seraient pas forcément psychologues et parce que là, la visée, elle serait différente, on va dire quoi. Voilà, je l'ai un peu résumé comme ça, je ne sais pas si c'était clair, mais si Arnaud, tu veux Non, compléter, il y a autre c'est pas chose. mal. Enfin, ce que vous aurez compris, enfin, je l'espère en tout cas, c'est que du coup, c'est la structuration de la maison des ados du Gard qui nous permet ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je présentais une petite vignette. L'association Maison des Ados du Gard, elle gère les espaces MDA, donc sur Nîmes et sur Uzès. Elle gère donc le Fabricado, qui est donc mon dispositif. Elle gère le Radéo, elle gère le PAEJ et elle gère le Déclic Arpège. Donc, et de ce fait-là, les consultations thérapeutiques jeux vidéo, même si elles se déploient sur un espace premier accueil, elles sont gérées par le dispositif Fabricado. Donc, c'est ce qui nous permet de sortir un petit peu du cahier des charges MDA strict alors, enfin, je, je vois qu'il y a beaucoup de MDA là dans les noms, donc je pense qu'on partage tous cette vision du cahier des charges où je crois qu'il est stipulé courte intensité et courte durée. Voilà, je suis pas sûr qu'un dispositif de consultation thérapeutique jeu vidéo, il puisse vraiment s'articuler avec cette notion-là de courte intensité, courte durée.
avec toutes les difficultés que vous connaissez de comment on définit la courte durée et la courte intensité. Mais ça, c'est encore autre chose. Et du coup, c'est le principe, c'est que c'est Fabricado qui porte les consultations et du coup, on peut s'inscrire sur quelque chose d'un peu plus long et sur quelque chose où on dit ouvertement que c'est des médiations thérapeutiques, en fait. Mm. Il y avait une question, Daniel, autour de pourquoi on recherche l'accord des parents. Est-ce que tu veux y répondre? Oui, bien sûr. Alors, comme on est dans une visée thérapeutique et qu'on peut s'inscrire dans quelque chose qui peut durer dans le temps, c'est vrai que nous, on a pensé qu'il fallait absolument que ce soit sécurisé du côté de l'accord des parents, parce que on allait avoir besoin du coup aussi de l'alliance avec les parents pour pouvoir travailler avec les jeunes avec ce dispositif-là. Donc, ça nous paraissait vraiment important. Donc c'est vrai qu'on l'a peut-être pas bien précisé, mais du coup, la médiation est souvent pensée comme une orientation suite à un premier accueil, en fait, hein, nous, pour la maison des ados. Donc on a souvent des collègues qui vont faire un temps de premier accueil, et après, il va y avoir une orientation vers la médiation. Ou alors, ce qu'on a aussi des fois, c'est des jeunes qui sont déjà suivis sur un autre versant éducatif ou sur un CMP ou une autre prise en charge. Et puis, nous, on va venir compléter cette prise en charge avec la médiation jeux vidéo. Donc, c'est un partenaire qui va nous orienter. Donc, on va faire, pas un premier accueil, mais une orientation à partir des éléments déjà repérés avec des partenaires qu'on connaît déjà. Mais du coup, on a travaillé avant déjà un peu sur la problématique et sur le sens qu'on va mettre derrière l'orientation aussi vers la médiation jeux vidéo, quoi. D'où voilà, l'importance à ce moment-là qu'on puisse l'aborder avec les parents parce qu'en plus, on va s'inscrire dans la durée. Puis, il y a une démarche comme c'est dans du soin, c'est vrai que ça paraît quand même important, puisqu'on ne va pas être dans le cadre classique MDA, de le sécuriser avec l'accord des parents. Est-ce que vous avez d'autres questions là sur la salle? Je vois qu'il y a aussi une intervention là du collègue du dispositif Radéo qui dit en substance, donc il avait orienté un jeune là vers ses consultations thérapeutiques jeux vidéo. L'adolescent apparemment s'est pas saisi de la proposition, mais par contre il a pu se saisir de ce qui faisait de ce qui se faisait à la maison des ados et qu'il a pu engager un accompagnement, on va dire un peu plus classique. C'est ce que tu disais aussi ce matin, on était en réunion ensemble avec Daniel. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes, il y a des sessions de thérapie jeux vidéo où vous jouez pas en fait, et où vous êtes dans on va dire une relation thérapeutique plus classique de psycho en face d'un ado et donc en dialogue. Tout à fait. Bah, parfois, voilà, au travers d'avoir joué et construit une relation suffisamment de confiance, on va dire, bah, il y a des sessions où on joue pas et puis il y a autre chose qui s'y joue parfois. Voilà, là, j'ai pris l'exemple où c'est moi qui ai proposé aux jeunes d'aller faire cette carte ensemble parce que je sentais que c'était un peu le moment, que c'était mûr. Euh, mais avec d'autres jeunes, voilà, on pourrait proposer, tiens, tu te souviens la dernière fois? On a joué à ça, il y a ça, il y a ça qui s'est passé. Ça m'a fait réfléchir à ça. Nous, on peut l'élaborer, et puis après, ça peut être un support à l'échange, et parfois, bah, ça ouvre sur finalement tout un tas de sujets au fur et à mesure, quoi, effectivement. C'est ça qui est intéressant, c'est là que on voit que c'est vraiment un support, effectivement. Je crois que quelqu'un demandait aussi la référence j'ai pas donné la référence Ah oui. du livre dont je parlais. Donc je vais le dire et puis je vais l'écrire aussi dans les messages. Donc c'est un livre qui s'appelle, bah, je l'ai même juste à côté là, c'est un livre qui s'appelle Le jeu vidéo pour soigner, point d'interrogation, et c'est de Guillaume Gillet et Yann Leroux. Voilà, donc je vois aussi que quelqu'un parlait d'une formation Mm. proposée par Yann Leroux bientôt. Bah, c'est une super nouvelle. Donc voilà, ils travaillent beaucoup ensemble avec Monsieur Gillet. Donc, ils ont écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages ensemble, hein, et plusieurs articles aussi. Donc, n'hésitez pas à vous en approcher parce qu'il y a une approche des jeux vidéo qui est très équilibrée, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sont ni mis sur piédestal, ni dévalorisés finalement. C'est présenté comme
des outils avec un gros travail sur le contexte et sur la médiation. Et puis c'est vrai que l'école lyonnaise, ils sont très bons sur tout ce qui est les médiations Mhm. groupales aussi notamment. Donc vraiment, c'est de grandes qualités, quoi. Je vais mettre la référence aussi dans le chat. Hop, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Peut-être si dans vos maisons des ados ou dans vos structures, si vous avez aussi une pratique qui se rapproche de celle que l'on vient de discuter, n'hésitez pas à le partager, hein. Non, pas plus de réactions apparemment. Hmm. Est-ce que tu peux alors peut-être nous parler, toi, Daniel, parce que là, on a bien vu que les consultations thérapeutiques jeux vidéo, elles étaient plutôt, enfin, elles sont destinées, c'est pas plutôt, elles sont complètement destinées aux adolescents. Et du coup, des fois, les parents peuvent être en réaction par rapport Mm. à ce média qui est le jeu vidéo. Comment vous désamorcez un peu ces situations tendues quand un maman ou une papa ou une famille ils viennent vous dire le jeu vidéo, moi, ça me prend la tête, Mm. on se dispute tous les soirs pour qu'il arrête, pour qu'il éteigne tout ça. Et est-ce que déjà vous avez été confronté? Si vous avez été confronté, comment vous avez désamorcé ça? Alors moi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai plutôt eu des parents qui étaient d'accord et ils ont accepté finalement la démarche. Par contre, je me souviens d'un échange avec une professionnelle qui a orienté un jeune vers la médiation il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que quand elle parlait de la pratique que le jeune avait sur le jeu vidéo, il y avait beaucoup le mot addiction qui revenait. Alors c'est vrai que c'est un jeune qui jouait beaucoup, mais c'est vrai que on peut aller assez vite à avoir une inquiétude d'addiction. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, bien sûr, je pense que c'est une vraie problématique par moment. Mais je trouve intéressant aussi parfois on peut être tellement en résistance avec l'objet que du coup, une vision très clivée, quoi, et du coup, on met très à distance. Et je trouve que sur tous les objets du numérique, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer d'ouvrir un dialogue avec les jeunes. Si un jeune pratique le jeu vidéo régulièrement et beaucoup, c'est très intéressant d'aller lui demander qu'est-ce qu'il y trouve. Parce que finalement, si, il y a quelque chose qui le mobilise à ce point, c'est qu'il y a quelque chose là qui a du sens pour lui, qu'il investit peut-être parce qu'il y a peu de support pour d'autres investissements. C'est peut-être une façon d'approcher aussi certaines problématiques, mais derrière la sécurité de l'écran et d'essayer de se protéger un petit peu de certaines angoisses aussi. Et donc, bah, je trouve que c'est intéressant, voilà, quand il y a cette problématique d'addiction, bon, déjà de situer que l'addiction, c'est un vrai diagnostic et que c'est important de peut-être pas aller trop vite à parler de dépendance, qu'il faut vraiment l'avis de professionnel. Euh, mais aussi de voir qu'est-ce qui est sous-jacent à ça. C'est-à-dire que je me souviens que Guillaume Gillet nous rappelait souvent qu'en fait, il accompagnait beaucoup des parents sur la pratique du jeu, où la question, elle était plutôt éducative finalement. C'était Mm. pas tant le jeu le problème, mais c'est qu'en fait, les parents avaient énormément de mal à venir euh, cadrer la pratique du jeu vidéo. Mais parce qu'aussi, il n'y avait pas beaucoup de dialogue autour du jeu. Quand on s'y intéresse un peu, on voit que par exemple, il y a certains jeux il y a des endroits où on peut sauvegarder, mais on ne peut pas sauvegarder tout le temps. Ça veut dire que si j'arrête ma partie tout de suite, je perds tout ce que j'ai fait depuis la dernière demi-heure. Donc, en termes d'angoisse de perte, en termes de ce que ça vient réveiller comme frustration, ça peut être assez délicat. Donc, c'est là où, si on dialogue avec les jeunes pour connaître un peu le fonctionnement du jeu, comment ça marche, voilà, bah, ça peut permettre un petit peu parfois de dialoguer autour de ça et de se dire, bon, bah, quand on t'appelle pour le repas, ce serait bien que tu viennes. Bah, dans ce cas-là, il faut peut-être l'anticiper un petit peu, dire on mange dans 20 minutes ou une demi-heure, par exemple. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais ça montre que parfois la mise en dialogue autour du jeu peut être vraiment intéressante. Et puis, si ce sont des objets qu'investissent les jeunes, moi j'aime bien dire aux parents, si c'est des objets qu'ils ont investis, si vous avez un minimum d'intérêt pour, mais ça serait comme pour d'autres choses, hein, pour le foot, pour un sport, pour un loisir, bah, le fait de s'y intéresser en tant que parent, un minimum, sans faire comme si vous étiez passionné et à fond, hein, c'est pas le but de faire semblant non plus. Mais si on est un minimum intéressé, on montre aussi à cet adolescent que ce qu'il fait a de l'intérêt pour nous, qu'on n'est pas
on n'est pas déconnecté de sa réalité. Je me souviens d'une maman qui me disait, ah non, mais ça, c'est son monde à mon fils, c'est ses jeux, c'est pas mon domaine. Et je disais, oui, mais si vous vous intéressez un petit peu, vous allez construire des ponts avec lui. Lui, vous allez aller dans son monde, lui, il peut aller un peu dans le vôtre, vous voyez, et puis y avoir de l'échange. Tandis que si c'est juste un objet dont on ne veut pas entendre parler, bah ça donne l'impression, les jeunes peuvent avoir l'impression que bah, ça intéresse pas mes parents, ils s'en fichent. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir une minute d'échange autour de ce qu'on fait au travers des jeux, des écrans, enfin de l'utilisation de son temps finalement de façon générale, quoi, Mm. pour les jeux. Clairement. Est-ce qu'il y aurait une dernière réaction? Il nous reste 5 minutes, donc on a le temps. Non, pas plus. Alors, je continue moi avec mes questions. Est-ce que tu peux nous Mhm. parler, euh, euh, parce que moi je le sais, mais quand la première fois que vous accueillez un jeune, il y a, il y a une sorte de rituel de création aussi d'un espace sur le disque dur de la PlayStation. Est-ce que tu peux nous en parler de cette inscription-là? Oui, c'est une étape un petit peu intéressante pour initier, on va dire, les sessions de jeu. Donc sur la PlayStation, il peut y avoir des espaces en fait numériques qui appartiennent à chaque jeune. C'est-à-dire que, ils peuvent créer eux-mêmes une session d'utilisateur, choisir un avatar, choisir un surnom, un nom. Et ils peuvent un peu personnaliser du coup déjà l'espace qu'ils vont occuper sur la PlayStation. Donc c'est intéressant parce que c'est là qu'il va y avoir leur sauvegarde aussi. Ça permet que comme ça, il y ait comme un espace aussi numérique qui se crée un peu pour eux, qui va leur appartenir et où ils vont pouvoir bah, voilà, se faire un peu un espace pour eux. C'est une façon de leur dire aussi que nous, on leur fait un espace un peu à eux aussi à la maison des ados, quoi, que c'est là qu'ils peuvent appartenir quelque part. Du moins pendant un temps, voilà, qu'ils mettent en dépôt quelque chose là. Un peu comme dans les entretiens finalement, hein, ils viennent mettre en dépôt des choses. Et puis bah, peut-être que 6 mois après, on les verra plus, ils auront cheminé, ils seront partis ailleurs. Mais c'est intéressant parce que ça permet de numériquement l'inscrire dans un espace quelque part où ils peuvent un peu mettre d'eux, quoi, quelque chose qui leur appartient. Donc c'est intéressant. Puis au premier entretien, moi j'aime bien aussi, avant même qu'on joue, passer pas mal de temps avec eux à réfléchir à qu'est-ce qu'ils aiment faire dans les jeux, à quoi ils jouent, sur quelle console ils jouent, quelle est leur pratique, est-ce qu'ils jouent seuls, est-ce qu'ils jouent avec des amis, tout ça, ça nous donne beaucoup d'informations déjà, même dans un entretien classique, voilà, de voir un peu quel usage ils ont du jeu. Et les types de jeux aussi, et puis s'intéresser un peu à leur jeu, c'est intéressant. Parfois aller voir avec eux une vidéo de leur jeu, ou aller voir un peu qu'est-ce qu'ils y trouvent. Voilà, c'est vraiment pas mal au début, sur les premiers entretiens, en plus de faire leur espace numérique sur la PlayStation. C'est ça. Ouais, il y a cette idée d'inscription, c'est-à-dire que de session en session, ils vont revenir en consultation, ils vont retrouver leur session et du coup, ils perdront pas leur avancée dans les différents jeux auxquels ils jouent, même si vous Et- l'avez bien compris, l'objectif, c'est pas de finir les jeux. On n'est pas du tout dans ça. Mais par contre, voilà, ce serait quand même dommage de devoir recommencer les jeux tout le temps au début. Donc, et surtout que une fois qu'on a avancé les jeux, des fois, il y a des cinématiques qui arrivent au milieu des jeux. Si le psychologue il identifie que cette session de jeu, en tout cas ce temps de jeu dans le jeu, il est intéressant, il faut pouvoir avancer et donc sauvegarder, quoi. Hmm. Voilà, je vois que nos collègues de la MDA 13 Nord, ils utilisent aussi le jeu vidéo. Donc, ils nous disent soit dans les entretiens avec les jeunes, soit dans des groupes, Ah, super, ou pour sensibiliser les professionnels du territoire. Donc, c'est aussi une super. pratique, qui se déroule sur ce territoire. Super, merci pour ce partage. Est-ce que je peux juste poser une question? Est-ce qu'il y a certains jeux que vous utilisez en particulier, du coup, avec les jeunes, ou est-ce qu'il y a certaines consoles ou supports que vous utilisez en particulier du côté de la MDA 13 Nord, là? Alors oui, bonjour, c'est Thomas de la MDA 13 Nord. Je suis Bonjour. désolé, j'ai un problème de... Attendez, de caméra, c'est bon. Je me mets à jour. Voilà, bonjour, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Voilà, ouais. Oui, alors c'est les jeux qu'on utilise. Alors dernièrement, le jeu que j'utilise, ça s'appelle un jeu qui s'appelle Opération Tango. Euh, ouais, je sais qu'il reste 5 minutes, alors je vais un peu Mm. prendre du temps là-dessus. Voilà, c'était un jeune qui m'a été accueilli, qui suit une thérapie familiale au sein de la MDA 13 Nord. Il se posait beaucoup de questions au travers de sa pratique, ce jeune, savoir si le jeu vidéo pouvait avoir un impact.
Donc, il m'a été orienté par le psychologue qui est en thérapie familiale. Et voilà, du coup, quand vous parlez de soutien à la parentalité, d'accompagnement, etc., bah, l'idée, c'est de pouvoir accueillir avec ces deux parents. Ils sont actuellement en séparation, donc voilà, il y a quelque chose qui se travaille au sein de cette thérapie familiale. Et l'idée, c'était d'interroger voilà, ces parents, quelle représentation ils avaient autour du jeu vidéo, qu'est-ce que ça pouvait faire éprouver chez eux. Et excusez-moi, c'est un peu ce que vous parlez. C'est souvent un jeune qui jouait à des jeux. Alors, déjà, il jouait uniquement sur mobile. C'est un jeune qui D'accord. voulait avoir une console. Il jouait exclusivement bah, voilà, des Call of Duty, des Fortnite, donc des jeux qui amenaient de la compétition et un engagement voilà, émotionnel fort dans la pratique de ces jeux vidéo. Et bah, c'était souvent au moment de repas de famille ou de bah, le mettre face à ses responsabilités de collégien, de faire ses devoirs. Il pouvait y avoir amener des émotions assez fortes. Mm. Et bah, l'idée, c'était de penser avec ces parents-là, voilà, de bah, peut-être amener d'autres types de jeux vidéo qui pouvaient permettre bah, de stopper à un moment donné sans qu'il y ait des conséquences trop négatives pour lui. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on a pensé avec lui sur cet accompagnement. Donc moi, je le reçois 1 heure à intervalles de toutes les 3 semaines. Et ma séance se compose de une demi-heure de temps de jeu, une demi-heure voilà, d'entretien plutôt classique. Et donc on joue sur un jeu de coopération asynchrone. Ça veut dire qu'on est sur 2 écrans différents dans la même pièce, Ah oui, mais on d'accord. joue 2 rôles différents. C'est-à-dire que lui, c'est un jeu où on joue le rôle d'un agent secret, d'un hacker informatique. Et en fait, voilà ce qui a, en gros, si je résume assez simplement, ce qu'il a trouvé intéressant sur le fait de jouer à ce jeu vidéo, c'était l'aspect coopératif, l'aspect que ce soit fatigant et assez éprouvant, voilà, de communiquer, parce qu'en fait, on n'a pas la même perception du problème dans ce jeu Mm. vidéo. Moi, j'ai une vision d'agent secret, lui, il a une vision de hacker, il a choisi ce rôle-là. Et assez bien, c'est que chaque mission dure entre 20 et 30 minutes. Donc, ça permet de bien être modulé dans cet entretien-là. Et puis voilà, après, on parle un peu de ce qui se passe dans son quotidien, et donc c'est hyper intéressant. Mais voilà, après, dans les autres jeux, bien sûr, je retrouve ce que vous avez dit, hein, Journée, Flower, qui sont un triptyque d'œuvres par Genova Chen, je crois que c'est ce concepteur. Aussi Flow comme premier jeu qui était Mm. intéressant sur Ah la oui. vie d'un microbiologiste marin. Oui. Voilà, il y a aussi des Overcooked, Unraid, Mm. tout ce qui facilite en fait la coopération sur le même écran, c'est aussi hyper intéressant. Mm. Enfin, moi, ça me rappelle à des petites Madeleines de Proust quand j'allais chez mes cousins et mes cousines. Mm. On jouait ensemble sur le même écran. Voilà, où mes parents devaient venir nous réguler, ou mes tantes, mes oncles aussi devaient venir un petit peu casser quand ça partait un petit peu trop loin. Street Fighter, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, l'agressivité, il y a besoin aussi d'en mettre un petit peu dedans. Mais voilà, c'est des choses qu'on propose aussi bien en groupe. Alors les groupes, ça se reste plutôt voilà, sur des jeux coopératifs, asynchrone, aussi des casques de VR, donc il y a aussi des modalités de jouer aux jeux vidéo différents. Il y a un jeu notamment avec un arbre et des écureuils qui doivent aller chercher des glands de larmes en VR via jeu mobile. La Switch, hein, il y a tout un tas de jeux vidéo. Et juste, voilà, moi je suis ludothécaire de formation, donc j'ai été formé dans le réseau lyonnais de tout ce qui est autour du jeu. Et Ah le oui. jeu vidéo est d'un de mes outils, en plus d'autres jeux. Mm. Il y a aussi la médiation par l'avatar aussi qui rentre là-dedans. Et comment, si on arrive à l'inverse, à s'inspirer du jeu vidéo pour ramener un peu du matériel. Et Mm. il y a aussi plein de jeux de société qui se font là-dessus. Voilà, j'essaye de pas Mm. trop en Tout à prendre fait. ça, mais Mm. Mm. j'ai Oui, beaucoup de choses merci. à dire. Et Merci. c'est vrai que je me suis inscrit à la formation d'Yann Leroux sur Bordeaux, là, courant juin, parce que D'accord. voilà, j'aimerais bien un peu aller sur cette version thérapeutique, et j'en parle Mm. beaucoup avec les psychologues de la MDA Tresnor. Et voilà, enfin, ça reste expérimental pour moi et aussi, Mm. donc voilà. Mais C'est j'ai très beaucoup intéressant. apprécié votre Mm. intervention, et voilà. Merci pour votre Ah, partage. En tout cas, c'est merci, très ouais. intéressant. Puis de Merci voir pour ce qu'il y a plusieurs partage, ouais. MDA où voilà, cette question est vraiment traitée, quoi, la question du jeu vidéo, et puis il y a une vraie volonté de vouloir la penser, l'utiliser. C'est super, ouais. Mm. Vraiment encourageant. Très bien. Eh bien, écoutez, on va pas déborder plus puisqu'on avait dit jusqu'à 15 heures, on a déjà un tout petit peu débordé. Donc, de toute façon, comme ça a été enregistré, on le mettra sur la chaîne YouTube de la Maison des Adolescents du Gard. Et je vous ai mis donc dans le chat, je vous ai mis mon numéro de téléphone, je l'ai laissé, et je vous ai mis mon mail aussi. Donc, si jamais vous avez des questions ou s'il vous manque des précisions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour ce webinaire. On aura un troisième webinaire au mois de juin et on s'attaquera à la question du traumatisme complexe. Donc vous en saurez un peu plus, hein, enfin vous avez eu l'info là, soit par mail, soit par la NDA, soit par LinkedIn. Donc je vais repasser par ces deux canaux pour diffuser l'info. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.